Voici la sénatrice Elissa Slotkin qui affirmait hier dans l'émission Squawk Box de CNBC que le président Trump allait devoir quémander l'aide de la Chine parce que nous sommes en train de perdre la guerre contre l'Iran. Mais à ce stade, nous sommes un peu sur la défensive, car le détroit d'Ormuz et le golfe Persique ne sont pas ouverts. Et maintenant, vous savez, j'entends beaucoup de choses à Washington, selon lesquelles le président va devoir demander l'aide des Chinois pour résoudre la situation avec l'Iran. Cela ne nous place pas en position de force. Cela signifie que nous avons besoin d'eux et qu'ils vont nous demander davantage en échange. Je pense donc qu'il est évident que les Chinois souffrent eux aussi. Le monde entier en souffre. L'économie mondiale tout entière en souffre parce que le détroit d'Ormuz est fermé. Et je trouve ça vraiment regrettable que dans le cadre des négociations avec les Chinois, nous soyons en train de créer une dépendance à leur égard qui n'existerait pas s'il n'y avait pas la guerre en Iran. Que dites-vous, madame l'experte en tout? La Chine dépend de l'Iran pour son pétrole et son gaz. La fermeture du détroit d'Ormuz nuit à une économie chinoise qui était déjà fragile. Pendant ce temps, grâce à Trump, notre économie est en plein essor et nous croulons sous un excédent de pétrole et de gaz que le monde entier s'arrache. C'est ce qu'on appelle un levier dans la politique de puissance du monde réel. Slotkin a passé le week-end à Toronto avec Mark Carney, Barack Obama, les membres du Center for American Progress qui ont peuplé l'administration Obama et bien sûr Alex Soros. Ils planifiaient désespérément leur prochain coup dans le canular visant à se sauver eux-mêmes. Ils n'ont jamais compris que la croissance économique réelle détermine si une nation survit ou non. Ce n'est pas le seul problème. Comme l'a dit le président Trump dans son discours sur l'état de l'Union, ils sont aussi complètement fous, malgré leur masque public soigneusement élaboré. Nous pouvons sûrement tous convenir qu'aucun État ne peut être autorisé à arracher des enfants des bras de leurs parents et à les faire passer à un nouveau genre, contre la volonté de ces derniers. Qui pourrait croire que nous en parlons même? Nous devons l'interdire, et nous devons l'interdire immédiatement. Regardez, personne ne se lève. Ces gens sont fous. Je vous le dis, ils sont fous. Incroyable. Bon sang, on a de la chance d'avoir un pays avec des gens comme ça. Les démocrates sont en train de détruire notre pays, mais on les en a empêchés juste à temps, n'est-ce pas? Je m'appelle Barbara Boyd et j'ai observé et documenté l'effondrement au ralenti de notre pays depuis 1971. C'est à ce moment-là que les banquiers de Wall Street et de Londres ont commencé à détruire délibérément notre économie. En même temps, ils ont insisté pour que nous cédions notre souveraineté à l'ordre mondial, fondé sur des règles que Carney et Obama tentent désespérément de sauver. Aujourd'hui, nous allons d'abord nous intéresser aux perdants de Mark Carney. Ensuite, nous ferons le tour de l'essor économique américain. Enfin, nous examinerons une possible percée entre les États-Unis et la Chine qui pourrait alimenter une renaissance pour toute l'humanité. Mais d'abord, cliquez sur j'aime et partagez cette vidéo, cela augmente notre portée sur YouTube. Lundi, Susan Kokinda vous a parlé de la rencontre de Mark Carney au Canada avec Barack Obama et les personnes qui dirigeaient son administration. C'était un sommet désespéré, visant à trouver comment reconquérir la classe ouvrière américaine. Ces personnes voient en Donald Trump leur dernier rempart contre des personnalités telles qu'Obama, Slotkin et Carney, les banquiers centraux. L'idée de Carney est que le Canada et le Royaume-Uni rejoignent l'UE et collaborent contre les États-Unis, la Chine et la Russie, mais la population britannique se révolte et est en train de chasser son représentant, Keir Starmer. Keir Starmer, l'héritier de Tony Blair, le protégé d'Obama, la valeur sûre dont l'ordre fondé sur des règles avait besoin à Londres, vient d'essuyer une défaite cuisante lors des élections locales de jeudi dernier. Il a promis de persévérer dans ce qu'il appelle un projet sur 10 ans, mais la population britannique n'en veut pas. Voici un mème qui résume la situation.
Or, selon les partisans de Carney, l'Europe ne peut relancer son économie en ruine que par le biais des dépenses de défense, ce qui dépend de la poursuite de la guerre en Ukraine. Mais là aussi, les problèmes sont énormes. Lundi, le Bureau national anticorruption ukrainien a désigné Andriy Yermak, ancien chef de cabinet de Zelensky et principal négociateur avec les États-Unis, comme suspect dans une affaire de blanchiment d'argent portant sur 10,5 millions de dollars. Et ce n'est que le début du problème. Lundi également, l'ancienne attachée de presse de Zelensky, Yulia Mendel, s'est exprimée dans l'émission de Tucker Carlson et a dépeint Zelensky comme un fanatique avide de pouvoir. Alex Kreiner, qui suit l'Ukraine depuis des années, y a des contacts personnels, propose un excellent résumé sur son Substack. Il estime que le pays se dirige vers une guerre civile et la sénatrice Slotkin, cette prétendue je sais tout, qui est passée directement de Toronto à CNBC pour critiquer le président avant son voyage en Chine, est le produit typique de l'establishment de la guerre qui a provoqué tous les désastres du dernier quart de siècle. Formée par John Negroponte, Stephen Hadley et le lieutenant-général Doug Luty sous Bush, elle a contribué à vendre la guerre en Irak. Et ce sont là des acteurs clés. Elle est ensuite partie au Pentagone pour travailler avec le réseau de Michel Flournoy, qui a fait déclarer le changement climatique comme une menace majeure pour la sécurité nationale. Lundi, sur MSNBC, John Brennan nous a donné un aperçu de ce qu'Obama disait à ces personnes lors de cette session secrète à huis clos à Toronto. Brennan, qui risque une mise en accusation en Floride, a vendu la mèche comme suit. Je pense que, comme Lise l'a mentionné, il y a encore une légion de professionnels dans le milieu des forces de l'ordre, du ministère de la Justice ainsi qu'à la CIA et dans d'autres institutions. Ceux-là même qui refusent de se plier à des poursuites judiciaires motivées par des considérations politiques. Ceux qui refusent de soutenir toute forme d'activité politique de la part de l'administration Trump, ce qui serait incompatible avec les prérogatives et les responsabilités des services de renseignement, des forces de l'ordre et du ministère de la Justice. C'est tout ce qu'il leur reste, une insurrection bureaucratique. Pendant ce temps, l'économie américaine est en pleine effervescence. Malgré toutes les prévisions catastrophistes des experts. Alors, si vous découvrez pour la première fois qui sont nos véritables ennemis, inscrivez-vous à notre newsletter gratuite sur prometheanaction.com. Le lien se trouve dans la description. Voici ce qui se passe réellement avec l'économie américaine sous Trump, malgré l'inflation temporaire causée par ceux qui soutiennent l'Iran et prolongent la guerre par leur soutien. Mardi, le secrétaire à la Défense Pete Hegseth s'est rendu au Capitole et a témoigné coup sur coup devant les commissions des crédits de la Chambre et du Sénat au sujet de la proposition de budget de défense de 1 500 milliards de dollars du président Trump. Il a déclaré que le Pentagone menait la relance économique en reconstruisant l'ensemble de la base industrielle nécessaire à la défense du pays. Le département a contribué à stimuler plus de 250 accords d'investissement privés dans 39 États et 180 villes au sein de 150 entreprises et pas seulement les grands contractants, pour un montant total de plus de 50 milliards de dollars. Cela s'est traduit par la création ou l'agrandissement de 280 sites, plus de 1,7 million de mètres carrés supplémentaires, dédiés à la fabrication américaine et 70 000 nouveaux emplois. Ces 50 milliards d'investissements dans de nouvelles usines, de nouvelles chaînes de montage et de nouveaux sites de production sont des investissements privés et non l'argent des contribuables. En transformant radicalement le modèle économique de notre département, les entreprises américaines, des entreprises privées, investissent dans leurs propres usines avec leurs propres fonds. Une démonstration historique de la revitalisation de l'industrie manufacturière et de la défense américaine. Le tout grâce à leur capital et non à celui de l'oncle Sam. Cela n'avait jamais été fait auparavant et cela aurait dû être fait depuis longtemps. Nous passons d'un modèle bureaucratique à un modèle d'entreprise. Ces investissements sont synonymes de grandes choses pour les familles et les travailleurs américains et contribuent à garantir que nous puissions défendre le rêve américain, entièrement made in America.
Avec l'aide de ce congrès, nous redonnons vie à l'arsenal de la liberté. C'est la base industrielle de défense. Passons maintenant au commerce. Lundi, le représentant américain au commerce, Jamieson Greer, a témoigné devant la commission des salaires et des moyens de la Chambre des représentants. Les chiffres qu'il a présentés expliquent pourquoi les travailleurs américains soutiennent le président et pourquoi l'économie se porte bien. Critère a indiqué que depuis l'entrée en vigueur du programme commercial réciproque du président Trump le 2 avril 2025, jour de la libération, jusqu'en février de cette année, le déficit commercial américain en biens a baissé de 24% par rapport à la même période l'année dernière. Sous Biden, le déficit commercial des biens augmentait en moyenne de 8% par an. Sous Trump, non seulement cette tendance s'est ralentie, mais elle s'est inversée. On assiste à un retour des chaînes de production du Mexique et du Canada vers les États-Unis. Par exemple, Stellantis, qui fabrique les Jeeps et les Dodge, a investi 1 milliard de dollars aux États-Unis. Toyota, qui produit en Amérique, a quant à lui investi 10 milliards de dollars. Nous assistons donc au retour de ces chaînes d'approvisionnement essentielles, de ces industries cruciales qui s'accompagnent d'un écosystème manufacturier. Elles reviennent toutes. Et si l'on regarde les mois de janvier, février et mars de cette année, les exportations américaines ont dépassé les 300 milliards de dollars chaque mois. Ce sont les chiffres les plus élevés de 250 ans d'histoire américaine. Chaque mois, elles battent le record du mois précédent. Cela ne se produit pas de manière spontanée. C'est le résultat de tous les accords que le président Trump a conclus. Ainsi, tandis que les collaborateurs de Carney sont à Toronto pour tenter de rallier le Canada, le Royaume-Uni et l'UE, à un axe contre les États-Unis, la Chine et la Russie, les États-Unis produisent plus d'acier que le Japon, exportent à des niveaux records, reconstruisent leurs bases manufacturières grâce à des capitaux privés et mettent fin en un an à 25 ans de dépendance vis-à-vis de la Chine. C'est ce que le président Trump apporte à Pékin. Et le président Xi est suffisamment lucide pour s'en rendre compte. À présent, le président Poutine se rend en Chine et rencontrera le président Xi juste après le départ du président Trump. La plupart des gens ne saisissent pas l'importance que cela pourrait revêtir. Ensemble, ces trois pays ont le potentiel scientifique et économique nécessaire pour lancer une nouvelle renaissance humaine. C'est ce que, selon moi, le président Trump perçoit et ce qu'il cherche à obtenir. C'est pourquoi Carney est tellement paniqué. Regardez l'ampleur de ce qui est possible. Dans l'espace, la Chine vise un atterrissage rudimentaire sur la Lune avant 2030. Le programme Artemis de Trump nous ramènera sur la Lune d'ici 2027 et nous commencerons à y construire une colonie humaine. SpaceX offre aux États-Unis le système de lancement réutilisable le plus avancé de la planète. La Russie est bien sûr l'autre grande nation spatiale. Puissance de fusion. Le 20 janvier 2025, le tokamak expérimental à supraconductivité avancée de la Chine, le soleil artificiel, comme il l'appelle, a maintenu un plasma à plus de 100 millions de degrés Celsius pendant 1,66 secondes. Les États-Unis ont réalisé des percées dans la fusion laser et les systèmes de fusion compacts à une échelle similaire et visent une commercialisation rapide sous Trump. En matière de fission nucléaire. En avril 2025, des scientifiques chinois ont réussi à recharger un réacteur à sel fondu au thorium en fonctionnement dans le désert de Gobi alors qu'il était encore en marche, une première mondiale. Le scientifique en chef du réacteur, Yu Hongji, a publiquement rendu hommage aux recherches américaines déclassifiées du laboratoire national d'Oak Ridge datant des années 60 que les États-Unis avaient abandonné. Je cite, « Les États-Unis ont laissé leurs recherches accessibles au public en attendant le successeur idéal. En vertu du décret présidentiel numéro 14302 visant à redynamiser le secteur nucléaire, le président Trump a ordonné le lancement de la construction de 10 nouveaux réacteurs de grande puissance d'ici 2030 et le quadruplement de la capacité nucléaire américaine d'ici 2050. Tous ces domaines d'avant-garde ont d'énormes retombées militaires et économiques. Le pays qui les maîtrise contrôle la planète. Des accords de coopération conjoints dans ces domaines pourraient bouleverser toutes les relations économiques et culturelles sur cette planète.
C'est ainsi que nous avons vu le président Trump raisonner. Cela pourrait bien être la plus grande surprise pour les perdants de Carney à l'issue du mois de mai. Il se passe bien d'autres choses en ce moment, mais le potentiel de ce voyage en Chine éclipse tout le reste. J.D. Vance fera aujourd'hui de nouvelles annonces concernant l'industrie de la fraude des démocrates. Un lanceur d'alerte témoignera devant le Sénat au sujet de la dissimulation du Covid devant Ron Paul, et les poursuites judiciaires contre l'État profond s'accumulent. Mais remporter les élections de mi-mandat signifie faire comprendre comment ce président réorganise le monde pour le mieux, en faisant de l'Amérique la première puissance de la planète. Pas avec des mots sophistiqués, ou une rhétorique pompeuse et creuse, comme celle de Carney et d'Obama, mais en construisant des choses pour le bien de notre peuple et de notre avenir. Nous avons ici pour mission urgente d'informer le public sur le système économique de Trump, le système américain et ses racines profondes dans notre histoire qui remontent à 250 ans avec Hamilton. Il s'agit de leur faire découvrir la joie d'avoir une mission dans la vie et de laisser un monde meilleur à nos enfants avant même que les politiques économiques du président ne soient pleinement mises en œuvre. C'est la seule façon de remporter les élections de mi-mandat. C'est ce que nous faisons ici, chez Promethean Action. Rejoignez-nous en devenant abonné ou contributeur. Votre contribution aujourd'hui nous aide à grandir et à nous développer tandis que vous apprenez et, espérons-le, vous mobilisez. Merci beaucoup de votre écoute. S'il vous plaît, prenez un instant pour vous abonner à notre newsletter gratuite sur prometheanaction.com.